Une closing keynote sur travailler la RSE et l'expérience collaborateur pour recruter et fidéliser. Pour en parler, Clément Meunier, notre Insight Producer. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour clôturer cette matinée riche en insights. Vous avez vu ce matin avec Emmanuel Vivier l'impact de l'IA générative sur le futur du travail. Moi, je vais plutôt vous parler du coup de la RSE et de l'expérience collaborateur et surtout comment ça peut être des leviers pour recruter et surtout pour fidéliser ses collaborateurs. Je vais commencer par évoquer du coup l'expérience candidat, donc dans le recrutement, mais également l'expérience collaborateur en entreprise. Et pour commencer, je vous propose une petite vidéo. Gaan ook veel volwassenen voor de eerste keer terug naar kantoor. Ik wil niet. Allee, je gaat alle vriendjes terugzien. Luc, Rita, Mark. Ah, kijk, daar is Steve van de accounting ook. Heb je uw broodjes? Ja. Hier nog een koek. Ah wel, ah wel, ah wel. Dag Frank. Wat zeggen we dan? Dag leidinggevende. Dag leidinggevende. Hij is een beetje zenuwachtig. Ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Maar we gaan van alle toffe dingen doen vandaag. We gaan spreadsheets maken. We gaan vergaderen over de kwartaalcijfers. Ik moet trouwens ook weg, want wij hebben WO en de nieuwe themakaft wordt uitgelegd. Ah, voilà. Zie. Zeg, wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Kom. Hé, ik kom straks wel terug. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. En hoe was het? Superleuk. Kijk, ik heb het vergaderrapport mogen uittypen. Amai, heb jij dat gemaakt? Ja. Steve heeft wel een ongelukje gehad. Kijk. En omdat jij zo flink bent geweest, gaan we vanavond spaghetti eten en gaan we naar de afspraak kijken. Yes! En wie zijn de gasten? Mia Doornaar. Ah, weer al. Knop, knop, knop. Un peu de légèreté du coup pour évoquer en fait un sujet qui il n'y a pas si longtemps posait problème, c'est le retour au travail après la pandémie. On s'était habitué à rester chez nous et le retour au bureau a été un vrai challenge. Et en fait, ce qu'on remarque, notamment auprès des Français, c'est que la première motivation a été de retrouver ses collègues, les relations humaines, donc des échanges en face à face, retrouver leur présence, et ce, bien avant le matériel et les équipements du bureau. Les entreprises ont également mis en place des initiatives pour essayer d'être plus attrayantes, des programmes de networking et de mentorat. Donc là, ça n'a pas trop pris en France, mais dans le monde, on voit que ça a un petit peu marché. Ou encore voilà, des jardins, des terrasses pour en fait, permettre un lieu de travail beaucoup plus agréable et donner en fait, envie de revenir au bureau. La pandémie qui a également fait évoluer les top priorités pour les employés, là où la santé et le bien-être étaient en bas de l'échelle, là maintenant en fait ça fait partie du top 2 des priorités avec en top 1 du coup l'équilibre vie pro, vie perso et la reconnaissance qui descend en fait d'une 4e place à clairement la dernière priorité pour les collaborateurs. Face à ça, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à ces nouvelles attentes. Donc, c'est favoriser du télétravail pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso. C'est mettre en place un salaire équitable qui va représenter du coup et refléter surtout les responsabilités des collaborateurs. Et c'est également mettre en place des conditions de travail sûres et saines, favoriser la communication pour être sûr de favoriser en fait les échanges et surtout de limiter les comportements malsains. Des attentes aussi qui reflètent une perte de confiance des employés vis-à-vis de leurs entreprises. Des entreprises qui, depuis les années 70, n'alignent plus les compensations salariales vis-à-vis de la productivité, mais qui également, d'un côté, augmentent les dividendes versés aux actionnaires et de l'autre, diminuent l'argent alloué, injecté dans les salaires. Donc forcément, les employés le ressentent, le voient et ils n'ont plus envie de s'impliquer. D'autant plus quand on voit l'écart salarial entre un CEO et un employé, on va dire, au bas de l'échelle. Le CEO gagne 350 fois plus que le salarié. Donc les salariés en fait, se demandent vraiment si cet écart est justifié, si la position de CEO justifie cet écart ou non. Et c'est une tendance qui se reflète également dans les résultats du baromètre de l'expérience collaborateur de Bloomin.
En fait, les employés se sentent démotivés à 29% et seulement 39% se disent très motivés. Et en fait, ça conduit également à des intentions de démissionner, puisqu'ils sont 30% à émettre cette intention-là. Et 39% se positionnent en tant que détracteurs de leurs entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, ils critiquent l'entreprise et seulement 19% vont la promouvoir sur leur réseau. Et dans ce cas-là, on peut parler par exemple de l'outstaying, donc c'est le fait d'être fier de rester dans son entreprise et de le montrer sur ces divers réseaux, que ce soit perso ou professionnel. Du côté du recrutement, c'est différentes manières d'attirer les candidats et surtout revoir en fait le processus classique, entretien, cas pratique, entretien 1, 2, 3, enfin là on revoit un peu le processus, c'est PwC qui va mettre en place des escape games. Au-delà du côté ludique, c'est également permettre d'analyser les compétences des candidats dans une immersion un peu plus profonde. C'est également avoir recours à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, par exemple, pour les forces britanniques qui ont mis en place 4 scénarios différents pour recruter de nouveaux soldats. Carrefour, qui, eux, ont mis en place une session de recrutement dans le métaverse. Ou Lloyds Banks, qui, eux, ont développé un cas d'immersion dans le secteur bancaire pour évaluer les candidats. L'IA également, vous en avez parlé ce matin, ça sert également dans le processus de recrutement pour trier les CV, pour identifier les compétences clés, les traits de personnalité qui seront utiles au poste. Donc là, on peut citer IBM, on peut voir aussi l'Université de Californie. Mais l'IA, elle a aussi une facette sombre, c'est-à-dire que si elle est mal entraînée, elle peut entraîner des discriminations. Amazon en a fait les frais. En 2019, du coup, ils ont tenté d'utiliser l'IA dans leur programme de recrutement, sauf que ça s'est basé sur les CV des 10 dernières années, et comme c'était principalement des CV d'hommes, eh bien l'IA s'est dit que c'était les hommes qu'il fallait pour ces jobs-là, et donc s'est mise à discriminer logiquement les femmes. Donc il faut bien faire attention justement quand on utilise l'IA à bien l'entraîner pour éviter ces biais-là. Nouvelles attentes, également la semaine de 4 jours qui est souhaitée par 47% des salariés en France. En effet, quand on demande aux salariés quelles sont leurs attentes en termes de flexibilité sur les 12 prochains mois, eh bien, la semaine de 4 jours arrive en tête. Puis, on a des horaires de travail flexibles et la possibilité de partir plus tôt le vendredi après-midi. On retrouve également à 20% le nombre illimité de jours de congés annuels. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut savoir que dans les entreprises dans lesquelles ça a été mis en place, les employés prennent moins de jours de congé que les 5 semaines obligatoires. Donc ça peut peut-être valoir le coup d'y réfléchir. En France, les entreprises ont fait le pari de cette semaine de 4 jours. On peut citer KPMG, on peut citer Accenture, Microsoft ou bien Welcome to the Jungle, qui d'ailleurs cet après-midi nous fera un petit débrief après 4 années pour peut-être vous donner envie vous aussi de l'implémenter dans votre entreprise. Vous l'avez vu ce matin également, l'IA générative qui permet un gain de productivité, une automatisation des tâches et qui, on pourrait se poser la question, pourrait éventuellement devenir en fait une passerelle pour la semaine de 4 jours. On vient de voir comment recruter, comment attirer dans le processus de recrutement, comment revoir un peu l'expérience collaborateur et candidat. Maintenant, on va passer au volet RSE, inclusion et qualité de vie au travail, qui sont des piliers importants si on veut pouvoir fidéliser et recruter. Quand on parle de RSE en France, c'est 8 grands groupes qui se disent actifs sur tous les sujets de RSE. Et dans 2 tiers des entreprises, la RSE est rattachée directement au COMEX. C'est également un levier de fidélisation, puisque avec des sujets comme le bien-être des collaborateurs, l'égalité professionnelle, la non-discrimination, eh bien, les employés se disent prêts à se projeter sur leur entreprise. Ils sont 82% à se projeter sur 3 ans au sein de leur entreprise qui a des fonctions RSE bien définies, contre 68% en moyenne. Pour cela, les entreprises elles ont plusieurs moyens de montrer leurs engagements RSE à travers des actions concrètes. Ça peut être du bénévolat, engager son temps et le temps des employés pour des causes locales. Donc c'est par exemple, pourquoi pas, dédier une après-midi par semaine à une association locale. Ça peut être adopter un comportement éthique en interne. C'est faire des dons, que ce soit de l'argent, des services, des produits à des ONG, ou prendre des mesures concrètes pour réduire son empreinte carbone et au moins la compenser. Sur le volet inclusion, quand on parle d'inclusion, on pense souvent au handicap, mais en fait, le volet inclusion, il a plusieurs niveaux. L'inclusion des seniors, l'inclusion des LGBT également, des étrangers, des différentes religions, et aussi des femmes, notamment sur les postes à responsabilité et en termes de salaire, puisqu'on a beau dire que l'égalité salariale existe, le pay gap aussi. Donc c'est aussi un enjeu à adresser. Et créer un milieu de travail inclusif, ça commence dès le processus d'embauche.
c'est lors de la candidature, demander aux candidats quel est leur moyen de communiquer préféré, par exemple. Lors de l'entretien, c'est s'assurer que tout est mis en place pour recevoir le candidat dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que si le candidat arrive en fauteuil roulant et qu'on n'était pas au courant, ça risque de poser des problèmes. Donc il faut être capable de pouvoir anticiper tout cela. Lors de la sélection des candidats, donc c'est identifier en amont les compétences pour être sûr de ne pas discriminer les candidats sur des critères comme le genre ou l'origine, mais bien sur leurs simples compétences. Et aussi en termes de fidélisation, c'est avoir un espace de travail inclusif pour leur donner envie de rester après le recrutement. C'est aussi tout au long du parcours collaborateur, promouvoir le milieu de travail inclusif, de l'onboarding à l'offboarding. Lors de l'onboarding, ça peut être lui expliquer la charte d'inclusion. Lors de team building, ça peut être mettre en place des outils de sensibilisation au handicap ou au sexisme. Réaliser des entretiens individuels assez régulièrement pour leur permettre de s'exprimer librement et de dénoncer des situations de harcèlement ou de discrimination. Et lors du offboarding, c'est inclure un volet diversité et inclusion pour leur permettre de faire un retour d'expérience qui pourrait permettre d'améliorer l'expérience des futurs collaborateurs. L'inclusion des seniors aussi en France est un sujet assez compliqué et on est un mauvais élève en Europe. Il faut savoir que seulement le taux d'emploi des seniors en France est de 55,9%, bien inférieur aux pays nordiques comme la Suède avec 76,9% ou le Danemark avec 72,3%. Et puisqu'on parle de ces pays-là, ils ont mis en place des politiques justement pour l'employabilité des seniors. Donc en Suède, c'est lors de cas de licenciement, faire en sorte que les premiers à être licenciés seront les derniers collaborateurs arrivés, ce qui permet de protéger l'emploi des seniors. C'est également ne pas caler, comme en France, les salaires sur l'ancienneté, mais sur le poste, enfin juste sur les compétences requises pour le poste. Puisqu'en France, l'ancienneté, c'est aussi un frein au recrutement, puisque plus on est senior, plus le salaire va être élevé. Et donc, certaines entreprises refusent des postes à des seniors. Ça peut être également, du coup, au Danemark, dans le secteur public. Mettre en place, du coup, pour les seniors qui ont épuisé leur droit au chômage de 55 ans, les seniors de 55 ans et plus, qui ont épuisé leur droit au chômage, leur ouvrir des postes dans le secteur public. Je vous ai parlé RSE, je vous ai parlé inclusion. Maintenant, on va faire un petit focus sur la qualité de vie au travail avec 5 leviers de l'entreprise à activer. C'est la gestion intelligente des technologies de communication, c'est favoriser l'expression des salariés sur le lieu de travail, c'est déterminer les enjeux propres à l'entreprise pour les adresser, accompagner le management pour promouvoir un environnement de travail sain et également sensibiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et une politique QVT, ça offre de nombreux bénéfices. Je ne vais peut-être pas forcément tous les énumérer, mais c'est l'égalité en tout point de vue, égalité des genres, égalité vis-à-vis des travailleurs handicapés. C'est un climat social qualitatif qui permet de resserrer les liens entre les employés, mais c'est également favoriser la santé des employés, puisque un environnement de travail qui est sain, qui est non stressant, permet de lutter à la fois contre l'épuisement et contre l'absentéisme. Là, quelques exemples du coup d'entreprises qui ont mis en place des initiatives justement en termes de QVT. Zappos, du coup, Zappos qui met en place des repas gratuits, des salles de sieste, des salles de sport, des séances de yoga, ou Patagonia qui offre à ses employés la possibilité de partir en congé sabbatique payé ou de s'engager dans un programme de protection de l'environnement. L'expérience des collaborateurs, c'est un enjeu, mais il faut aussi, en termes de qualité de vie au travail, considérer le management, puisque ce sont vos managers qui vont gérer du coup vos collaborateurs en dessous. Donc c'est intégrer du coup des objectifs qualitatifs dans la feuille de route. Ça peut être impliquer les managers dans les réflexions stratégiques, ou favoriser la mobilité au sein de l'espace de travail, c'est-à-dire on va plutôt privilégier, bon maintenant c'est plus trop une question, mais on va plutôt privilégier un ordinateur, un téléphone portable plutôt qu'un bureau, un équipement fixe. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de se déplacer entre les bureaux. Et puisqu'on parle de QVT, la Great Place to Work, les meilleures entreprises où il fait bon travailler en France, chaque année, donc du coup 5 catégories en fonction du nombre d'employés. Là, du coup, on a Wavestone qui occupe la première place en 2023 pour les entreprises de plus de 2500 salariés, Cisco pour les entreprises de 250 à 1000 employés. Et on a, je sais qu'on a dans la salle l'Olivier Assurance qui parlera cet après-midi d'employés advocacy, qui, depuis la 9e année consécutive, sont également dans le classement et cette année en 6e place.
La QVT, ça passe également aussi par le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est-à-dire autoriser ses employés à se déconnecter en dehors de son temps de travail. Donc c'est pour garantir le repos, c'est pour garantir un bon équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, l'employeur a le devoir de respecter ce droit-là et de sanctionner les manquements. C'est-à-dire que si un manager, par exemple, fait trop de zèle et oblige ses employés à se connecter en dehors de ses horaires de travail, l'entreprise doit le sanctionner. 7 conseils pour vous aider dans ce droit à la déconnexion. Je vais vous en donner 2-3. C'est dissocier déjà motivation et connexion. Un employé motivé n'est pas forcément un employé hyper connecté. C'est prendre le manager en exemple. Si vos managers respectent ce droit à la déconnexion, vos employés, vos collaborateurs le respecteront également. Et c'est pourquoi pas ritualiser la déconnexion, mettre en place chaque soir un temps d'échange, pourquoi pas, ou le rangement du poste de travail tous les soirs pour vraiment favoriser et se dire « Ok, on coupe, maintenant la journée est finie ». Certaines entreprises, du coup, ont mis en place des initiatives. On a La Poste qui, quand on veut envoyer un mail, envoie un petit pop-up pour dire « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir envoyer ce mail parce que c'est en dehors des horaires de travail ?» et propose du coup de différer l'envoi du mail pour respecter les horaires. Food Emotion qui est un réseau de communication interne qui ne publie les communications qu'entre 8h et 18h. Ou encore, du coup, Renault qui met en place un calm space pour se déconnecter en interne, venir faire la sieste et se reposer. On va terminer sur la qualité de vie au travail avec la santé et surtout le sport. Dans les métiers dits de bureau, lutter contre la sédentarité, c'est un enjeu important. Déjà parce que rester 7 heures assis derrière son bureau, ça augmente les risques de santé, donc ce qui veut dire parfois plus d'arrêt maladie. Mais mettre en place des pratiques sportives au sein de son entreprise, c'est aussi augmenter la productivité de 6 à 9% par personne. C'est lutter contre l'absentéisme, c'est améliorer son image de marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Et sur un aspect plus concret, c'est aussi pouvoir bénéficier d'exonérations et de cotisations et de contributions sociales. Quelques exemples du coup, Carrefour qui a conclu un partenariat avec Gymlib pour offrir à ses 10 000 salariés un accès du coup à l'application. Björn Borg qui est une marque de vêtements suédoise qui oblige ses salariés tous les vendredis entre midi et 2 du coup 1 heure d'entraînement obligatoire ou Total Energy du coup qui à La Défense a une salle de sport dédiée avec musculation, cardio training et une piscine. Voilà, j'ai fait le tour pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, notre rapport Future of Work sortira la semaine prochaine. Donc si vous êtes membre, vous le retrouverez sur votre espace communauté. Et sinon, je vous invite à vous rapprocher des équipes d'Adeline pour savoir comment le devenir. Merci.